Nassim Armein. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour cet entretien. On est là aujourd'hui ensemble pour pouvoir parler d'un papier que vous avez publié l'année dernière, donc il me semble en septembre 2023. Un papier très important qui porte donc sur l'origine de la masse et la nature de la gravitation. Oui. Donc on peut se tutoyer? On peut se tutoyer, okay. Avec grand plaisir. Okay, avec grand plaisir. Okay. Et donc on va revenir un petit peu aujourd'hui sur ce papier, oui. Pour qu'on puisse essayer sans rentrer. Très important. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on aimerait pouvoir faire cet entretien et l'amener le plus loin possible pour qu'on puisse essayer d'extraire véritablement les implications qu'il y a derrière ça, sans rentrer dans une dimension de formalisme mathématique, parce que il y a aussi cette croyance aujourd'hui dans les sciences qui empêche les gens de s'approprier tout ça, c'est que les gens pensent que avec la science, il y a obligatoirement les mathématiques. Or, dans la science, il y a aussi la dimension conceptuelle, c'est-à-dire voilà, il y a toute une part conceptuelle qui permet d'ouvrir des portes et de nous permettre de voir le monde et la réalité de façon différente et qui nous enrichit du coup d'outils supplémentaires. Oui, et les mathématiques, c'est que là, pour supporter ces concepts qu'on développe internement, intérieurement et à partir d'observations. Par exemple, Einstein n'a pas trouvé la relativité en écrivant des mathématiques. Il a trouvé la relativité en pensant à l'univers, en pensant au monde autour de lui et en réalisant des relations. Tout à fait. D'ailleurs, les mathématiques, pour Einstein, ce n'était pas vraiment son fort. Il a été amené à être aidé par des amis qui étaient beaucoup plus rigoureux que lui en mathématiques, parce que lui était justement dans tout l'aspect conceptuel. Et nous, c'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et c'était un peu la même chose avec Oppenheimer et beaucoup d'autres qui ont été des contributions significantes très importantes en sciences. Tout à fait. Donc, avant de commencer à parler un petit peu de l'aspect, je dirais, global de ce papier, est-ce que vous pourriez, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, vous présenter? Mon nom, c'est Nassim Armein. Et j'ai été très intéressé, très jeune, à découvrir la nature de la réalité. Ce n'était pas évident pour moi que tout ce monde autour de nous devrait exister. Comment il s'est créé et comment la conscience et mon expérience de tous les jours émergent de ça. C'était vraiment pas évident. Et je voulais vraiment savoir. Et quand je demandais des questions à l'école, aux parents, tout ça, j'avais pas des réponses qui me semblaient satisfaisantes. Alors je me suis dit, il faut que je trouve moi-même. Alors ça m'a lancé sur vraiment ce questionnement de notre existence. Mon père était quelqu'un d'académique qui avait travaillé beaucoup sur les questions profondes aussi, plutôt par rapport à l'éducation et à la psychopédagogie et tout ça. Mais j'ai donc commencé à ruminer tout ça dans ma tête et éventuellement, parce que je n'obtenais pas les bonnes réponses à l'école et tout ça, et j'avais des problèmes parce que j'étais très dyslexique à l'école, je suis allé dans un domaine complètement différent. J'ai commencé à enseigner le ski, j'ai fait de l'escalade, de l'alpinisme et tout ça. Et en étant dans la nature, j'ai vraiment pris le temps d'observer la nature, d'essayer de comprendre la nature, vraiment de m'émerger dans la nature, dans les montagnes pendant des années. Et j'en ai déduit des concepts fondamentaux de la géométrie de l'espace et de l'émergence des forces à partir de cette géométrie. Et éventuellement, j'ai formalisé ça en équations qui nous amènent à ce papier que nous venons de prépublier sur les serveurs du CERN. C'est un papier d'une série de 3, parce que on a solvé, on a bien résolu toutes ces équations d'unification, mais tout mis ensemble, c'était trop. Alors, on a coupé en pièces
l'unification pour faire des papiers qui sont quand même assez volumineux et denses, mais qui peuvent être digérés plus facilement. Très bien. Alors déjà, il y a des choses vraiment fascinantes là par rapport à l'histoire que vous venez de nous raconter, que tu viens de nous raconter, par rapport à cette enfance et par rapport au fait déjà, très tôt, de ne pas accepter de fait les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire de ne pas accepter que les choses sont telles qu'elles sont parce qu'elles doivent être comme ça. Oui, c'était surtout de voir qu'il y avait des carences dans la compréhension. Dans les explications que tu pouvais recevoir. Oui, exactement. Et d'un côté, on me disait l'univers, c'est tous les mathématiques. Mais quand je demandais des questions plus pointues, il manquait des gros morceaux. Et de l'autre côté, on me disait, ah non, mais c'est Dieu qui nous a créés, il ne faut pas essayer de comprendre, il faut juste croire et tout ça. Et ça, ce n'était pas satisfaisant non plus. Alors, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque. Et ça, je n'arrivais pas à m'échapper à accepter, parce que pour moi, c'était, j'ai une vie, j'aimerais bien comprendre comment je suis arrivé ici et tout ça. Et aussi, pour moi, il y avait aussi un sentiment que l'évolution humaine, pas juste mon évolution, mais l'évolution humaine avait un but, un sens, une raison, que c'était pas juste on est comme juste vivre passivement les choses. Oui, c'est ça. Alors j'étais très très fasciné d'essayer de trouver vous savez, tu sais, je m'assoyais sur des bancs. Ça pouvait être au parc ou j'habitais à côté d'un cinéma. Et donc, il y avait un banc en avant et je m'assoyais au banc et je regardais les gens sortir du cinéma. Je m'assoyais dans le parc, je regardais les gens marcher, les gens discuter, je regardais la nature aussi. Et je me disais, j'essayais de trouver... J'avais commencé à faire des classifications dans ma tête. Ah, cette personne, elle est plutôt comme ça. Et cette personne, de la façon qu'il marchait, de la façon qu'il discutait et tout ça. Et je cherchais et je trouvais des patterns, des structures. Oui, tout à fait. Je voyais qu'il y avait quelque chose sous-jacent qui devait être là pour que tout ça, ça existe et que ça fonctionne. Pourquoi l'univers avait fait des abeilles et des fleurs et il les avait pas mis les abeilles sur une planète et les fleurs sur une autre parce que ça fonctionnerait pas. Donc, il y avait une organisation, il y avait quelque chose sous-jacent que j'essayais de comprendre. Ouais. Et ça fait vraiment écho à un sentiment que j'ai également parce que lorsque je manque d'inspiration ou que je bute sur une théorie ou un concept que j'essaye de comprendre, ce que je fais moi de mon côté, c'est que en fait, je vais m'asseoir, non pas sur un banc, mais enfin oui sur un banc, mais pas dans un parc, mais dans un aéroport. Ah oui. C'est le lieu en fait où je retrouve de l'inspiration parce que de voir toutes ces personnes qui se croisent sans se parler, sans forcément se regarder, mais qui n'auraient peut-être probablement jamais eu l'occasion de se croiser sans cette technologie d'aviation, me fascine tellement que je me demande dans quelle mesure est-ce que le fait qu'ils se croisent là a un impact sur les choses. Vous voyez, petit peu comme l'effet papillon. Quelles sont les conséquences qu'il y a ? Et ça me permet de me remettre dans une posture qui met de l'ordre dans mes idées. Et ça me renvoie aussi à autre chose, c'est la réflexion que tu m'as faite juste avant qu'on commence à tourner, c'est de me dire que Le Petit Prince était l'un de tes ouvrages préférés et qui reflète totalement ça. En fait. C'est-à-dire que c'est un enfant qui n'accepte pas les choses telles qu'elles sont et qui contraint les adultes qui croient, eux, savoir. Qui les met face à leurs contradictions pour essayer d'aller voir plus loin, c'est-à-dire de lever le voile face à ce qu'on pourrait appeler des fausses évidences. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui acceptent de vivre des choses qui sont incroyables, mais n'en s'en rendent pas compte parce qu'ils se contentent d'une explication
probablement lacunaires et qui les empêchent de voir la véritable beauté, la véritable magie qui se cache derrière chaque chose. Oui, on voit ça. Ce n'est pas pour dire que la rigueur mathématique n'est pas nécessaire. C'est que la rigueur mathématique doit venir soutenir les concepts qui émergent de notre imagination, de notre capacité d'interpréter, d'analyser et tout ça, et de la base de la créativité, vous savez. Tu sais, et tu sais aussi, les gens ne se rendent pas compte aussi dans l'histoire de la science moderne. Il y a aussi, comme dans les religions, des dogmes. Et que ces dogmes, ce n'est pas parce que les scientifiques veulent avoir un dogme, c'est juste notre système d'éducation, notre système scolaire, notre système académique entretient ce genre de dogme où les gens ne se posent pas nécessairement les bonnes questions. Ils ne se posent pas les questions qui devraient être posées dès le début fondamentalement. Par exemple, si je vous dis la théorie du Big Bang, c'est une théorie qui commence avec, il faudrait que si je l'écrivais formellement, mathématiquement, il faudrait que je commence avec un petit statement, un petit écrit qui dirait et maintenant, il y a eu un miracle. C'est ça. C'est ça. Alors, déjà, là, j'ai un dogme. Parce que là, j'ai pas entendu. Et ce miracle, c'est toute la matière, tout l'espace-temps, toutes les forces, tout le temps. Et donc, toute la création, je l'assume. Donc, une baguette magique. Avec une baguette magique. Et alors, j'ai pas vraiment compris. J'ai pas, et c'est pour ça que, pour moi, c'était pas acceptable, parce que j'aurais pu aller à l'église et on m'aurait dit, ça a commencé quand Dieu a créé l'univers. Voilà. Et OK, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je ne sais pas, mais donne-moi quelque chose qui me dit ce mécanisme. Il est parti de où, Dieu? Comment il est arrivé, Dieu? Et tout ça. Donc, des deux côtés, il y a ce genre de dogme et on le voit à travers l'histoire de la science et on voit qu'il y a eu des moments de lacune qui ont vraiment été fondamentales à l'évolution de la physique. Et quand on répare ces lacunes, quand on trouve les relations, quand on voit qu'en fait, tous les morceaux sont là. Exactement. Et que si tu regardes dans le papier que je viens de publier, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que c'est tous les papiers, tous les physiques qui sont là, c'est les physiques connues. C'est juste qu'ils n'avaient pas été mis dans les bonnes relations. C'est exactement ça. Et là, tu soulèves vraiment le problème qui, à mon sens, est le plus fondamental à prendre conscience, mais aussi sur lequel il faut absolument travailler. C'est-à-dire que les dogmes dont tu parles, qui se sont accumulés dans l'histoire des sciences, et là, essentiellement une origine, c'est le manque de rigueur qu'ont pu avoir les scientifiques dans la compréhension réelle des implications de chaque théorie. Moi, j'ai toujours expliqué en fait que sur les théories en général, la seule façon de pouvoir dépasser un modèle, c'est de le comprendre. C'est pas d'invoquer quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est la première chose que tu dois faire si tu veux pouvoir dépasser un modèle, c'est comprendre. Parce qu'à partir du moment où tu comprends parfaitement le modèle, et ça, et l'exemple typique, c'est le papier EPR d'Einstein. C'est-à-dire que lui, qui était contre l'interprétation de Copenhague, d'accord, a dit OK, donc vous me dites que l'interprétation de Copenhague est correcte, alors je vais vous montrer que c'est non. Donc du coup, je vais creuser quelles sont les réelles implications de votre interprétation et vous allez voir qu'à la fin, on va rigoler. Donc il a fait le papier, il dit OK, donc on est d'accord avec ce principe? OK, alors on va au bout. Et au bout, ça veut dire que si on est d'accord avec l'interprétation de Copenhague, ça veut dire qu'au bout, il y a de l'intrication quantique. Et ça, personne n'est prêt à l'accepter aujourd'hui. Ça veut dire que, historiquement,
l'intrication n'aurait jamais été découverte, parce que c'est une conséquence et pas une propriété de la physique quantique. Si quelqu'un comme Einstein, qui était en désaccord, n'avait pas décidé de comprendre les implications mieux que ceux qui défendaient l'idée elle-même. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette même situation, c'est qu'il y a des dogmes qui s'installent parce que les gens qui les déploient n'ont pas suffisamment creusé et mesuré les réelles implications, parce que en science, les idées évoluent systématiquement. Et donc, par essence, par définition, une théorie, elle est forcément lacunaire. Sauf que nous nous comportons comme si on était arrivé, comme si on avait trouvé la théorie finale. Et ça, c'est uniquement parce que... ça, c'est un problème. Et c'est un gros problème. C'est parce que nous n'avons pas été au bout de la théorie. Parce que quand on va au bout de la théorie, les lacunes, c'est-à-dire les limites, apparaissent d'elles-mêmes. Où la théorie est enseignée aux étudiants comme si elle était complète. Exactement. Comme si elle était... c'est fini, c'est comme ça. Et il n'y a rien d'autre. Shut up and calculate comme... Exactement. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si on accepte ça? Eh bien, en fait, si on accepte qu'une fois qu'on a trouvé la théorie, c'est terminé, eh bien, en fait, à partir de là, la physique n'est qu'une affaire de physiciens. Et non plus une affaire de l'humanité. Parce que si la théorie est toujours lacunaire, c'est-à-dire que nous sommes obligés de toujours remettre en question ce que nous croyons savoir, parce qu'une théorie va toujours être dépassée. Qui est le but de la science. Exactement. La base de la science. Exactement. Et bien à partir de ce moment-là, le statut de la science et de la physique, elle est humaine. C'est-à-dire que c'est une affaire de tout le monde. Alors que si on est dans le postulat, comme tu viens de le décrire parfaitement, que la théorie, à partir du moment où elle est finie, ben en fait, si elle est finie, ben en fait, ce n'est qu'une affaire des physiciens. On laisse les professionnels faire leur boulot. Et la population n'a pas à savoir ce qui se passe. Et c'est dans cette situation qu'on se trouve aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là que j'aimerais justement qu'on rectifie certaines choses et qu'on puisse parler du coup de ton papier. Mais c'est une situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui qui va plus loin que la population générale, même au niveau des scientifiques professionnels eux-mêmes, dû au fait qu'ils ont été enseignés comme ça, qui n'ont pas nécessairement un questionnement de ce qu'on leur a appris. Exactement. C'est-à-dire, on vous dit, dans cette équation, ici est la masse, ici est l'énergie cinétique, ici et l'étudiant ne se fait pas dire, ne se fait pas demander, c'est quoi la masse? Exactement. Alors que c'est la question la plus fondamentale. On met un M pour la masse, mais c'est quoi? Mais c'est quoi exactement? De quoi on parle? Alors, ces questionnements-là fondamentaux, moi, ça m'avait apparu dès le début et je m'en prenais plein la gueule à l'école parce que si je demandais ces questions, c'était pas... Et donc, j'ai pris une autre direction parce que pour moi, ma recherche, c'était une recherche personnelle. Oui, tout à fait. C'était pour moi, je voulais comprendre. Tout à fait. Donc, je me suis dit, je vais chercher moi-même. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment rebondir sur ça parce que moi, ce qui m'a énormément attiré dans tes travaux, parce que moi, je te suis là depuis maintenant 2010, et ce qui m'a énormément attiré, c'est justement cette dimension autodidacte. Parce que lorsqu'on redéfinit, on redécrit la situation qu'on a évoquée juste avant, mais en fait, on se rend compte que si on suit les filières, je dirais, standards traditionnels, on a beaucoup plus de probabilité de tomber face à des dogmes et donc de s'enfermer dans quelque chose qui nous empêche de pouvoir avancer par la suite. Exactement. Alors, bien entendu, je ne fais pas de généralité et il est indispensable de pouvoir travailler aussi de façon universitaire, en collaboration. Mais par contre, force est de constater historiquement qu'il y a ce phénomène qui, plus on s'approche de la dimension universitaire, plus elle augmente. Et donc, le fait effectivement que tu t'es présenté comme autodidacte, déjà, moi, ça a éveillé une curiosité. Je me dis, tiens, ça c'est un petit prince scientifique, mais oui. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser les professeurs lui dire, non, c'est comme ça. Il va exiger, non pas forcément qu'on lui donne des réponses, mais qu'on reformule les questions. Exactement.
Parce que quand on formule la question de la bonne manière, on est très, très près de la solution. C'est ça, exactement. Ouais. Elle vient toute seule. Ouais. Nous, la science d'aujourd'hui, elle se place dans une position où on doit aller chercher la réponse, alors qu'elle est là. Et ce n'est qu'uniquement en gérant la posture que nous avons par rapport aux questions que nous posons qu'elle va se présenter à nous. Exactement. Ça fait une très grande différence. Ça fait toute la différence. Ouais, ça fait toute et la c'est différence. pour ça que cette démarche autodidacte, chez toi, m'a beaucoup plu très rapidement et qui m'a donné envie de suivre tes travaux par rapport à ça. Et force est de constater aujourd'hui que la plupart des scientifiques que je suis sont soit des scientifiques qui sont entièrement autodidactes, soit des scientifiques qui ont au moins un pied dans l'université, mais qui développent aussi cette partie autonome. Indépendamment. Bien sûr. Et ce que Einstein a fait, ce que beaucoup ont fait à travers les années, si on regarde la liste d'autodidactes en physique ou en sciences à travers l'histoire, c'est les plus grands noms qui sortent. Mais c'est eux qui ont fait le plus avancer, en fait. Parce que c'est des gens qui ont pensé en dehors de la boîte et qui ont permis justement de prendre une dimension tout autre. Oui. Et donc, pour moi, c'était critique que je puisse penser mes propres idées et après aller vérifier, aller regarder, vérifier et voir où ils en sont arrivés et où ça a bloqué et où moi j'arrive et est-ce que ça débloque. C'est ça. Et j'ai vu que oui, on peut trouver des solutions. En fait, que beaucoup de choses ont été développées à différentes époques de l'évolution de la science et que ces relations de découverte n'ont pas nécessairement été faites. C'est ça. La découverte entre un trou noir et le black body radiation, comment on dit en français, le rayonnement. Oui, le rayonnement de la boîte noire, du corps noir, ouais, et qui est la base de la physique quantique. Oui, tout à fait. Et le trou noir qui est la solution de la relativité générale. Ces choses-là ont été découvertes dans les mêmes années, mais la confirmation des trous noirs est arrivée dans les années 90. Exact. Et les relations entre la physique quantique et le corps noir de la physique quantique et le trou noir ils sont éloignés, ils sont séparés. Ils sont séparés, et donc, dû à ces distances de relations entre les découvertes, on se retrouve avec une physique qui est un peu fragmentée et où les fragments n'ont pas été remis ensemble de la bonne façon. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, l'un des problèmes fondamentaux de la science, c'est de penser que pour pouvoir progresser, nous devons découvrir de nouvelles choses, alors que, à mon avis, de ce que je comprends jusqu'à présent, c'est pas que nous devons découvrir de nouvelles choses, c'est que nous devons déjà être capables de comprendre ce que nous avons découvert. Exactement, oui. Et ce qui est totalement différent. Oui. Ce qui est totalement différent, parce qu'on porte toute notre attention, notre énergie sur une nouvelle technologie ou même découvrir de nouvelles choses, alors qu'on a tellement d'informations déjà, mais dont nous n'avons pas mesuré les implications, et qui nous permettraient déjà d'avancer de façon colossale et conceptuellement et techniquement. Oui. Et en fait, c'est un genre de lacune de ne pas avoir réexaminé ces grandes découvertes du début du 19e siècle jusqu'au 20e siècle et tout ça, qui font que vraiment, puis ça va paraître un peu extrême, mais qui font que on pourrait dire que des découvertes fondamentales n'ont plus été faites à partir de Planck, Einstein, Dirac. Tout à fait. Après, on a fait des petits sauts en avant, mais des tout petits. Oui. Alors que le début du XXe siècle, c'était des pas de géants. Oui, des pas de géants. Exactement. C'est-à-dire qu'on est
Ça demandait un niveau d'abstraction incroyable pour toute l'apparition de la physique quantique, des choses qui ont complètement bouleversé... Et de la physique relativiste. Aussi. Et c'est des changements fondamentaux dans notre compréhension de l'existence, de l'univers, de notre apparition dans cet univers. De la notion de la réalité même. De la réalité même, c'est complètement mort. Après les grands, il y a presque plus rien. Et on pourrait dire, mon père était psychopédagogue, il a travaillé beaucoup sur l'éducation et tout ça. On pourrait dire qu'on peut voir les effets des structures d'éducation et académiques qui font que c'est pas qu'il n'y a pas de génie, c'est pas qu'il n'y a pas d'Einstein, c'est pas qu'il n'y a pas de Max Planck, c'est que on détruit leur capacité, on les empêche de pouvoir sortir de la boîte et de regarder d'un autre angle ces théories fondamentales qu'on avait commencé à développer et de voir le prochain pas. Exactement. Donc c'est vraiment une question de posture, en fait, de position, plus qu'une question de moyens ou de se dire effectivement qu'on n'a plus les génies ou qu'on n'a pas les outils. C'est en fait la réponse est dans le problème. Oui. C'est-à-dire que nous avons créé, par notre façon de fonctionner, les sources du problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et nous essayons de trouver des réponses ailleurs que en nous-mêmes. Et aussi, on essaie, on accepte des principes fondamentaux dès le début de notre éducation qui sont ou bien erronés ou bien incomplets. Lacunaires. Et donc, on n'en est pas nécessairement conscient. Oui. C'est-à-dire que quand moi je travaille avec Dr. Allérol ou Cyprien et tout ça, quand ils m'arrivent, ils sortent des plus grandes universités en Europe et tout ça, ils sont très bien entraînés. Si je leur demande de faire des maths, tu vois, on écrit des maths partout. Ils sont incroyables, c'est des génies. Mais quand il faut que je les forme pendant des années pour pouvoir débobiner, déconstruire et reconstruire les concepts qui leur ont été enseignés et de leur montrer mathématiquement, en fait, le concept de la masse, il n'est pas bien décrit. Il n'est pas si évident que ça. Il n'est pas si évident que ça. Le concept de l'électromagnétisme... C'est quoi l'électromagnétisme? Tu sais, les forces, c'est quoi une force? Tout ça. Et donc, tout d'un coup, des trucs qu'on a pris comme données au début de notre éducation, il faut en réexaminer et reconstruire à partir de cette nouvelle perspective. Moi, dans ma transmission, notamment au sein de l'Académie, homéorésie et principe du vivant, le terme que j'emploie, en fait, d'un point de vue pédagogique, c'est la notion de fausse évidence. C'est ce dont tu es en train de parler, en fait. C'est-à-dire qu'on est en permanence, dans notre éducation, asséné de fausses évidences. C'est-à-dire qu'on nous présente des choses comme des données immuables et vraies. Et donc, nous fondons notre raisonnement et donc nos actions sur ces éléments-là, mais sans jamais les remettre en question. Et donc, on les prend comme des évidences, alors qu'elles peuvent potentiellement être fausses. Exactement. Et donc, la conception, là, typiquement, donc on va bientôt rapidement parler de ton papier, la masse, ou même l'énergie, je dirais pour la plupart des gens, ce sont des notions qui sont énormément teinté de cette fausse évidence. C'est-à-dire que c'est des concepts que l'on manie avec beaucoup de facilité, ce sont des termes de liberté, mais sans jamais prendre le temps de réellement se poser la question de ce qu'ils signifient. Exactement. C'est quoi? Parce qu'on va prendre la simple notion d'énergie, parce que c'est vraiment le terme le plus commun.
Mais l'énergie, c'est un terme qui a été repris par tout le monde, qui a dépassé le champ scientifique, mais qui aujourd'hui, lorsqu'on pose aux gens la question, mais ok, cette énergie dont on parle tout le temps, mais c'est quoi l'énergie exactement? Oui. Mais peu de gens sont capables de dire ce que c'est, parce que moi, je leur demande, mais c'est quoi l'énergie? Mais la première chose qu'ils vont me répondre, mais tu sais ce que c'est l'énergie? On est d'accord? Non, je ne sais pas justement, j'ai besoin que tu me répondes. Oui. Ouais, on voit qu'il y a un petit malaise, parce qu'on se rend compte que non, finalement, on ne sait pas. Et ensuite, il y a le fait qu'on va développer des concepts à partir de cet espace lacunaire. Oui, parce qu'en plus, si on demande à un physicien ou même au public général, c'est quoi l'énergie, bon, ils peuvent vous répondre la réponse d'un dictionnaire qui vous dit c'est quelque chose qui fait du travail. Oui. Mais si on dit donne-moi une équation, ils vont vous donner E égale mc carré. Donc mc carré, c'est bien parce que ça te donne au moins un concept qu'il y a une équivalence avec la masse et l'accélération de cette masse et tout ça, donc un momentum et tout ça. Mais donc on a E d'un côté égale mc carré de l'autre côté. Mais les gens en général ne se posent pas la question, mais c'est quoi m? Oui, c'est ça. Parce que là, si on regarde c'est quoi m de l'autre côté, la masse, on voit, on ne sait pas c'est quoi. Et on voit que la vitesse de la lumière, on ne sait pas pourquoi c'est la vitesse de la lumière. On sait que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, on a deux inconnus d'un côté. Donc, ça fait que le E de l'autre côté, c'est un inconnu aussi. Exactement. Et là où c'est intéressant, c'est de voir que historiquement, ce qu'ont retenu les gens, en tout cas la plupart des gens, sur la relativité restreinte, donc, qui a été publiée en 1905 par Einstein, c'est justement cette équation E égale mc2. Alors que, historiquement, c'est d'abord l'équivalence entre l'énergie et la masse qui a été découverte qui a permis d'affiner cette équation-là. Oui. Donc on voit bien qu'au départ, si on veut pouvoir comprendre E égale mc2, il faut d'abord comprendre ce que E et M ont dans le ventre pour pouvoir comprendre réellement ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a une complexité que les gens qui sont dans le public général ne comprennent pas nécessairement aussi. C'est que, d'habitude, ça s'est tracé sur un triangle, le triangle d'Einstein, où l'hypoténuse est la somme des énergies. Sur ce triangle d'hypoténuse, il y a un momentum. Donc, il y a le concept aussi de mouvement, de momentum, de dynamique, d'accélération, tout ça. Ça fait partie de la relativité restreinte et ça amène à des conclusions assez ésotériques qui ne sont pas nécessairement clairement définies en physique ou compris en physique, comme le paradoxe des jumeaux et tout ça. Les gens l'expliquent comme si c'était clair. Non, on voit très bien que c'est pas clair. Hein. On l'a très bien vu. Et Langevin même, lui, a vu très rapidement, après avoir fait cette explication, que ça avait été mal compris. Oui, exactement. Donc il y a eu énormément comme ça de couacs qui ont malheureusement vulgarisé les concepts et qui n'ont pas permis aux gens de comprendre les véritables implications de ces grandes théories. Oui, qui inclut Maxwell et les équations de Maxwell, qui semblent assez directes, mais quand on étudie plus fondamentalement, finement, ces équations, on se rend compte qu'ils prédisent des choses qui ne sont pas nécessairement claires. Non, et qui même paraissent paradoxales. Oui, exactement. Par exemple, que l'énergie n'est pas conservée localement. Juste globalement. D'ailleurs, Feynman avait fait toute une lecture là-dessus qui a généralement été ignorée des ingénieurs et où il démontre que les équations de Maxwell
la conséquence des équations de Maxwell, c'est que localement, l'énergie n'est pas conservée et que the power, la puissance dans un circuit, elle se balade pas dans les fils. C'est ça. Elle se balade dans l'espace, dans l'éther, tu vois. Et que c'est pour ça que Maxwell avait un éther, parce qu'il avait besoin que... Il avait besoin de ça pour que sa théorie tienne. Oui, exactement. Absolument. Ouais. Je te propose que l'on commence un petit peu l'histoire de ton papier. Oui. Et donc, pour contextualiser, donc ce papier a été donc publié l'année dernière, en septembre 2023, oui. dont le titre est qui parle donc de l'origine de la masse, oui. et la nature de la gravitation. Oui. Donc, avant que tu commences déjà à nous parler un petit peu de ce papier-là, déjà, historiquement, on voit qu'il y a deux éléments là qui semblent un petit peu s'opposer. Oui. Hein? C'est-à-dire que là, tu nous parles tout d'abord de la masse, de notre côté, tu nous parles de la gravitation, oui. et on sait aujourd'hui que la physique, notamment avec le modèle standard, ne traite pas les deux de la même façon. Exactement. C'est-à-dire que nous savons qu'au travers du modèle standard, donc, qui regroupe trois des quatre grandes forces, donc qui est l'électromagnétisme forte, faible, et donc la force nucléaire forte, faible, et l'électromagnétisme. Donc ça, c'est pour la partie modèle standard, oui. mais qu'il y a toute la partie gravitationnelle qui aujourd'hui encore échappe à ce modèle. Et toi, tu sembles en fait dans un papier proposer de rassembler quelque chose qui permettrait de réunir d'un côté ce que traite le modèle standard et de l'autre côté ce que traite de façon apparemment isolée la relativité générale d'Einstein. Exactement. Et de montrer qu'en fait, il y a un élément fondamental qui a été découvert mais ignoré, qui en fait relie toutes ces choses pour montrer qu'en fait les quatre forces et la masse émergent naturellement des dynamiques de ce champ fondamental. D'accord. Et donc, c'est pour ça que le papier initie, et dans le papier qu'on a publié, on a fait un effort significatif pour faire un peu de l'histoire de la physique. Pour structurer, pour ordonner, pour que les gens puissent avoir une chronologie dans l'évolution, de l'apparition des concepts. Des concepts de la physique quantique. Tout à fait. Qui ont été... et les parties qui ont été ignorées. Tout à fait. Et donc, on montre formellement, c'est-à-dire mathématiquement, avec le formalisme de la physique quantique moderne, que cette partie qui est très importante, qu'on montre qui est la source de la masse et des forces, on ne peut pas la retirer, ce qui a été fait. C'est-à-dire que les étudiants, quand ils sont enseignés, tout ça, cette partie a été retirée des équations de la physique quantique fondamentale, littéralement de la base de la physique quantique fondamentale qui a émergé avec les équations de Max Planck sur le corps noir, sur la radiation du corps noir, sur le spectre du corps noir. Donc, c'était la base de l'évolution de la physique quantique. Et elle a été retirée pour des raisons que l'on connaît, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été retirée pour des raisons pratiques, pour que les modèles correspondent en fait à l'expérience, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a un peu des deux. Les autres raisons qui ont probablement à voir avec l'aspect historique dans lequel ces équations ont été trouvées. On parle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où l'exploration de ces équations amenait à le développement des bombes atomiques, les problèmes socio-économiques de la période et de la fin de la guerre et tout ça, et le développement de la bombe atomique et tout ça. Et cette partie qui a été ignorée ou retirée, elle te dit qu'il y a de l'énergie à l'infini
dans la structure de l'espace quantique. D'accord. Et ça a peut-être fait peur à la structure académique et politique de l'époque, que quelqu'un pourrait utiliser ça pour voir comment développer une arme. D'ailleurs, ce problème-là, si je peux me permettre, c'est un des aspects que l'on voit dans le film de Christopher Nolan, dans Oppenheimer. Oui. Quand il projette justement les équations, oui. il s'interroge par rapport à ce que tu es en train de nous présenter là, il s'interroge, il se demande si cette réaction en chaîne se terminera. Ils craignent lors de l'expérimentation que, en fait, la réaction en chaîne ne s'arrête pas et que du coup, que ça emporte absolument tout dans l'univers. Oui, tout dans l'atmosphère. En tout cas, dans l'atmosphère locale. Et ensuite, l'atmosphère terrestre. Exactement, exactement. Et aussi, la difficulté, c'était de trouver à cette période, et d'ailleurs, il y a un très bon interview qui est fait en français d'Oppenheimer, que vous pouvez trouver sur YouTube, où il discute avec un physicien français, et je ne me souviens plus du nom du physicien français, je suis désolé, mais Oppenheimer parlait français, un peu cassé, mais il parlait français un peu comme moi, mais il discute du problème du secret dans la physique avancée à l'époque, aussi aujourd'hui, que ça crée des séparations, des ségrégations, que les gens ils ne se parlent, ça casse le flot d'informations et tout ça. Et le physicien français, je suis désolé de ne pas me souvenir de son nom, à un moment donné, ça sort comme naturellement, et il dit à Oppenheimer, il y a même des secrets sur la constante gravitationnelle. OK. Alors là, on parle de la constante gravitationnelle de Newton. Oui, alors, tout à fait. Il n'y a personne qui pense qu'il y a un secret là-dessus. Non. Ça fait partie des... Oui. Ah oui. Et donc, tu vois, ça sort comme ça. Ouais. Et donc, alors il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que l'équation que Max Planck avait trouvée pour... tu sais, il exploitait un peu, il essayait de trouver une nouvelle solution pour la thermodynamique. Tout à fait. Donc, un élément on dit un corps noir, quelque chose qui absorbe toute la lumière. Il va chauffer, comme vos pantalons, s'ils sont noirs, ils vont chauffer dans le soleil. Il essayait d'avoir une application, une description formelle du spectre électromagnétique qu'il va irradier thermodynamiquement. Donc ça, c'est la base. Et puis, ça a à voir aussi avec qu'il avait été... On lui avait demandé, le bureau des standards de l'époque avait demandé qu'il aide à faire des ampoules qui allaient durer plus longtemps. C'est ça, parce que c'était la problématique de l'époque. Il y avait une demande accrue, parce que l'électricité se développait dans les villes. Et donc, on avait besoin d'avoir des ampoules qui étaient de plus en plus de qualité, parce qu'à l'époque, justement, les ampoules chauffaient énormément, c'est-à-dire que la plus grande quantité d'énergie était perdue par rayonnement, mais n'éclairait pas du tout. Et donc, le but, c'était de demander justement aux scientifiques de l'époque de comprendre comment fonctionnait justement le rayonnement du spectre pour pouvoir faire en sorte qu'une plus grande quantité de l'énergie soit utilisée pour éclairer et ne soit pas perdue en rayonnement. Exactement. Et donc, Max Planck travaillait là-dessus et il voyait bien que les équations du temps, donc les équations classiques, prédisaient que l'ampoule ou que le corps noir devrait rayonner de l'énergie à l'infini dans le spectre ultraviolet. Donc ça s'appelait la catastrophe de l'ultraviolet. Et Max Planck a trouvé une solution qui était correcte,
mais il l'aimait pas beaucoup. Mais qui lui plaisait pas. Et qui lui plaisait pas. Du tout même. Non. Pas du oui, tout. parce que c'était comme, en anglais on dit fudge factor. Ouais. Comment on dit ça allait à l'encontre même de ses principes. Oui, ça exact. allait à l'encontre de ses principes. Il s'est rendu compte que s'il mettait cette quantité dans l'équation, qu'il a appelée H pour la constante de Planck, qu'il pouvait faire que l'équation donne la bonne valeur qu'on mesurait dans le laboratoire pour les ampoules. Et donc, ça marchait. Mais ça disait quelque chose de complètement nouveau à propos de l'électromagnétisme. Exactement. Que l'électromagnétisme, en fait, il se manifestait en paquets, en quantité ou en quanta discrète. Exactement. Et ça, c'était le début de la physique quantique. Exactement. Ce qui n'est pas nécessairement traité clairement, et même avec les étudiants en physique, c'est que quand vous écrivez cette équation, vous vous retrouvez avec une petite partie au bout de l'équation qui a été enlevée, mise de côté. Et cette partie, elle dit... Donc, l'équation vous dit qu'à une certaine température, si vous regardez sur vos boîtes d'ampoules, vous avez en Kelvin la température de la valeur de l'ampoule que vous achetez, 3000 Kelvin ou 2000 Kelvin, tout ça. Ben, ça vous dit aussi, l'équation disait, donc, à cette température, il y a cette énergie qui est émise. Donc, c'est une équation qui vous dit, ça vous donne le spectre d'émission d'un corps qui chauffe. Exactement. Donc, mais ça, c'est dit simplement, mais c'est à peu près ça. Et l'équation, elle vous disait à ce bout-là que quand vous mettez la température à zéro, absolument zéro. 0 Kelvin. À 0 Kelvin, vous obtenez de l'énergie à l'infini. C'est ça. Donc, Max Planck l'a appelé zero point energy, l'énergie du point zéro. Et ça, ce n'est pas vraiment discuté. Non. Ça a été même éludé. Oui. Alors, nous, au début du papier, on reprend une déclaration des papiers fondamentales et on montre que cette partie, qu'est-ce que ça représente? Alors, on regarde l'équation et on voit bien que l'équation, en fait, c'est une équation d'un oscillateur harmonique. Oui. Cette équation, elle dit le truc, il oscille et il envoie de l'énergie à cette température. Tu vois, c'est un oscillateur harmonique. On pourrait penser à un petit atome qui oscille ou un proton qui vibre comme ça et ça fait de la chaleur. C'est ça. Donc, tu regardes l'équation et tu vois que si tu enlèves le zero point energy, si tu enlèves le point zéro, ton oscillateur, il n'a plus de source. Exactement. Alors, il va arrêter de scier. Et mathématiquement, mais alors, formellement, les équations de la physique quantique, à la base de la physique quantique, deviennent complètement inconsistantes. D'accord. C'est-à-dire que les équations deviennent commutatives. Alors qu'ils devraient être non commutatives. Et quand les équations deviennent commutatives, ça veut dire que ton oscillateur, il arrête d'osciller parce qu'il n'a plus d'énergie. Et donc là, on démontre mathématiquement qu'on ne peut pas enlever le zéro point. Il faut surtout pas l'enlever. Non seulement, par rapport à ce que tu nous dis, il ne faut pas l'enlever, mais il faut le prendre en grande considération. Exactement. Parce que si on ne peut pas l'enlever et qu'on voit que justement les valeurs deviennent commutatives alors que le fondement même, et ça c'est Dirac qui l'avait dit, Dirac, premier papier justement sur Quantum Physics Mechanics, il me dit le principe de base de la mécanique quantique, c'est justement la commutativité des observables. Et donc, si un élément, comme tu le décris, enlève la caractéristique essentielle que nommait Dirac par rapport à la physique quantique, ça veut dire que c'est un élément qui est crucial. Oui. Qui est crucial. C'est ça, c'est crucial. Et
tout et la physique quantique, formellement, devient inconsistante à partir du moment qu'on l'enlève, alors qu'on le fait tous les jours. Et ce qui arrive, alors là, tu vois, ça, c'est un de mes gros problèmes en physique, c'est que tout d'un coup, au lieu de décrire quelque chose de physique, alors qu'on fait de la physique, ça devient conceptuel. Voilà. Là, l'oscillateur, c'est comme un truc conceptuel qui oscille tout seul, comme ça. On n'a pas besoin de dire où il prend son énergie pour faire ce truc. Tu vois, on fait... C'est comme on a ségrégé notre petit truc et on dit, on ignore... on ignore un aspect et du coup, on est obligé d'invoquer une forme métaphysique pour pouvoir justifier ce qu'on voit. Exactement. Et ça, éventuellement, ça crée de plus en plus de problèmes. Et éventuellement, donc, quand on enlève ça, on n'a plus la source d'énergie pour la masse, pour la gravité. Plus rien n'est alimenté. Exactement. Alors, ça amène... il y a des bonnes choses qui sont sorties. Einstein a regardé ça et dit « Ah, le petit quantité, c'est un photon. Il a appelé un photon. Il a gagné le prix Nobel là-dessus, pas sur la relativité. Non, sur l'effet photoélectrique. Sur l'effet photoélectrique. Et tout d'un coup, tout ça se développe, mais ça amène au point où Einstein, quand il écrit la relativité générale, la masse, l'énergie qui courbe l'espace-temps pour faire la gravité, il faut qu'il la mette dedans. Il n'a pas un mécanisme pour dire cette énergie, elle sort de là et c'est comme ça qu'elle arrive là et c'est comme ça que l'espace-temps est courbé. On dit, la masse courbe l'espace-temps et ça nous donne la gravité. OK, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette masse? Et encore plus important, c'est quoi cet espace-temps? C'est quoi l'espace-temps? C'est un truc conceptuel ou c'est vrai? Ça fait une force. Alors, si ça fait une force, il y a quelque chose qui courbe vraiment, c'est pas juste... Parce que pour rappel, pour les gens qui nous regardent, c'est que justement, cette notion d'espace-temps, elle n'existait pas avant sa présentation lors du papier sur la relativité restreinte. C'est-à-dire que la relativité restreinte a rassemblé deux éléments qui, dans le cadre de la science dite classique de Newton, étaient complètement séparés. C'est-à-dire que vous aviez d'un côté, avec Newton, vous aviez le temps d'un côté et l'espace qui étaient totalement autonomes et indépendants. Et le papier d'Einstein, donc de la relativité restreinte en 1905, nous a obligés à les assembler et à montrer qu'en fait, c'était une espèce de superstructure. Que vous aviez le temps et l'espace qui fonctionnaient ensemble. Oui, dans la relativité générale. La relativité générale. Oui. Et donc, et là, on pourrait y passer des heures, alors je vais essayer de couper. Mais pour dire que Einstein s'est retrouvé avec le même problème, et d'ailleurs, il y a une conférence fantastique de 2017 de Frank Wilczek que vous pourrez trouver sur... qui s'appelle La matérialité du vide, The Materiality of the Vacuum, en anglais, et où il discute ce problème. Mais Einstein se retrouve avec le même problème qu'avait Maxwell, c'est-à-dire que dans la relativité générale, la physicalité de l'espace-temps, ça ressemble vraiment à un éther, tu vois. Et au début, il le dénie pendant 10 ans. Et 10 ans plus tard, il dit « Ah non, mais en fait, mes équations sont invalides sans un éther. » Mais à ce moment-là, il n'écoute plus. Bon, alors est-ce que c'est à cause justement des problèmes géopolitiques du temps ou c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est ignoré. Et donc, nous, dans notre papier, on montre, alors on saute, alors on fait l'histoire, on montre que c'est inconsistant avec 0 point d'énergie. Alors on dit, on ne dit pas comme ça dans le papier, mais on avance et on dit, modernement,
en ce temps moderne, actuellement, comment on traite le zero point energy, comment on traite l'énergie du vide, qui est infinie. Oui. Hein? Oui. Donc, et on arrive à quelque chose qui s'appelle green function ou correlation function, qui sont des équations qui sont utilisées pour décrire les vibrations d'un système. Souvent, ils sont utilisés en optique, c'est-à-dire pour les lasers, pour calculer combien de photons sont en phase et vont contribuer au jet laser et combien sont hors de phase et quelle énergie on va avoir d'un système par rapport aux phases. Donc, c'est utilisé pour le zero point energy pour décrire, parce que, imaginez, c'est un champ électromagnétique, donc, hein, parce que ces équations-là, c'est des équations électromagnétiques, donc c'est un champ qui fluctue, qui est partout, hein, et les gens qui regardent vont dire, mais s'il y a un champ qui est électromagnétique qui est partout, je le verrais, je le mesurerais, non, parce que, par exemple, le champ électromagnétique qui fait fonctionner votre portable, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, tant que vous... Et bien, celui-là, il est à fréquence tellement haute et à wavelength, à la distance des vagues, tellement... la longueur d'onde tellement courte qu'on ne le mesure pas facilement. On mesure avec l'effet Casimir, mais ça, c'est autre chose. Donc, on sait qu'il est là, mais ce que je veux dire, c'est que, donc, ces équations te disent, à une distance spécifique, c'est-à-dire un temps de corrélation, on définit quelle distance on veut prendre, et ça vous dit, dans tout ce chaos de vibrations, toute cette agitation, combien d'énergie va être en phase pour vous donner quelque chose Est-ce que ça va donner quelque chose d'énergétique? Tu vois? C'est là où on parle de cohérence et de décohérence? Oui. Et là, on prend ces équations et on l'applique au champ zéro point et on montre, si on met la distance de Planck, on trouve bien la masse, la densité de Planck. C'est-à-dire que, là, ça devient un peu technique, mais ce que je veux dire, c'est que si on met une distance, c'est comme la distance de déphasage des vagues. On peut voir combien d'énergie, s'ils étaient en phase parfaite, l'énergie serait infinie. C'est ça que l'équation nous dit de Max Planck. Quand ils sont hors de phase, à des plus grandes distances, ça décohère plus. Donc, imaginez, c'est super cohérent au niveau de Planck, où c'est très, très, très petit, des millions de fois plus petit que l'atome. C'est très, très cohérent, mais quand ça arrive dans les plus grandes distances, ça décohère. Plus grande échelle, et donc, il y a de moins en moins d'énergie. C'est ça. Et là, on met dans la distance la distance caractéristique d'un proton, du nucléi de l'atome. OK. Et quand on met ce nombre-là dans l'équation, boum, on solutionne l'équation, on obtient exactement la masse du proton. OK. Qui est la masse de l'univers, parce que la masse du proton, c'est tous les protons dans l'univers qui font la masse de l'univers. Donc, c'est la masse. Ils sont à la base de ce qui est matérialisé, en fait, de la masse. Oui, exactement. Alors, et vous retrouvez exactement... tu vois, la tête explose. Oui, mais exactement, tu vois. Alors, les probabilités que ça arrive tu sais, c'est... Ils sont quasi nuls. Oui. Donc, là, tu trouves que, donc ça veut dire directement que la masse, qu'on appelle la masse, l'énergie, elle sort de ce champ. C'est une manifestation de ce champ, des phases des ondes dynamiques de ce champ, et que ce champ, à cette grandeur,
ce champ a une énergie qui fait que ça fait des protons. D'accord. Donc, OK. Donc la masse viendrait en fait simplement de cette fluctuation de la structure du zero point energy, du vide. Et après, on dit, attends, alors il y a un exercice en physique en 1947 qui avait été fait par Casimir, qui disait, si ce champ de zéro point que Max Planck a trouvé, il existe vraiment, quand on met deux plaques une près de l'autre, assez près, il faut qu'elles soient à des microns l'une de l'autre, tu pourrais éliminer les fréquences qui sont entre les deux. Donc, celles qui sont plus grandes que la distance entre les plaques ne pourraient pas rentrer. Et tu devrais avoir une pression parce qu'il y a plus d'énergie à l'extérieur qu'à l'intérieur et ça devrait pousser les plaques. Hein? D'accord. Ça s'appelle les Casimir. Donc, on devrait voir émerger, en fait, cette énergie issue de la masse qui est elle-même issue des fluctuations du zéro point absolu. Oui, on devrait voir émerger sur les plaques une force c'est ça. Qui est équivalente à la pression de toutes les ondes qu'on n'a pas réussi qu'on a éliminées. D'accord. Qui poussent les plaques ensemble. OK. Des microns, c'est très, très gros pour le quantique. C'est très, très grand. Pour le quantique, c'est très gros, mais pour nous, c'est très petit. C'est très peu. Alors, en 1947, il n'y a personne qui pouvait faire deux plaques avec des précisions de microns. Ce n'était pas possible. Ça ne s'est pas fait jusqu'en 1990. Début des années 90, on a réussi à faire une boule avec une plaque qui pouvait être si près, éventuellement deux plaques. Et on a mesuré donc cette force qui s'appelle la force de Casimir, qui prouve que le vide, il est vraiment là. C'est pas vide, c'est plein. Et quand on élimine assez, on fait un gradient dans ce vide, on obtient une force. Alors, on a appliqué cette équation maintenant à nos équations qu'on vient d'écrire, qui décrit la masse du proton. Et on a dit, on prend la distance du proton comme si c'était notre distance entre les deux plaques. Et on va calculer, ça va être quoi la force à cette distance. Et on obtient exactement la force qui est mesurée à l'intérieur du proton dans les laboratoires d'accélération. Ah oui, effectivement. Et là, on a l'impression que la boucle est bouclée, en fait. Oui. Et là, on a la force. Donc, la force nucléaire, ça s'appelle la color force, la force de couleur. Et on a la masse. Donc là, on a une force et une masse, mais on ne les a pas assumées, on les a pas... ils émergent naturellement, c'est comme une pression. Donc, l'énergie que le zéro point fait, ça te donne une pression, ça te fait une boule, si tu veux. Et il y a juste les petites longueurs d'onde qui peuvent être dedans. C'est ceux-là qui font la masse dans ton équation. Et les plus longues, ils te font une pression. D'accord. Sur cette surface. OK. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et maintenant, tu as la base de la force pour la force nucléaire. Donc, on voit bien que les protons, ils sont poussés l'un sur l'autre dans le nucléus d'un atome. Malgré qu'ils ont la même charge, ils devraient se repousser. Il y a une force tellement forte, et c'est pour ça qu'on l'a appelée la force forte, qui les squeeze, qui les compresse. Et là, elle sort naturellement des équations. Et quand on compare la valeur qu'on a avec celle qui est mesurée, on est directement dessus. Et donc, à partir de là, on a un profil très intéressant parce que on voit que si tout ça c'est vrai, ça a l'air d'être vrai, quand on regarde un peu plus en détail les dynamiques de cette énergie à l'intérieur du proton et de l'énergie à l'extérieur du proton, on voit qu'il y a un gradient entre les deux. Donc. Et ce gradient, c'est en physique quantique, on l'appelle un shielding ou un effet screening, un screen. Oui, c'est un écrantage. Un écrantage, exactement. Là, on calcule cet écrantage. Le premier écrantage qu'on calcule à partir de ces équations, on trouve
la solution d'Einstein. Ah ouais, vous retombez dessus. Ouais, direct. Ouais. On trouve la solution d'Einstein qui n'est pas claire pour les gens, mais la solution d'Einstein, la seule chose qu'elle prédit, c'est un trou noir. C'est la seule chose que l'équation de la relativité générale prédit, c'est un trou noir. Ouais. Et donc, là, elle dit, le petit proton que tu viens de faire les maths pour, ben, c'est un trou noir. Tu dis, attends, mais... ah ouais, il y a des petits trous noirs. Ouais. On les appelle les atomes. Ah ouais. Tu vois? Et là, mais c'est pour ça qu'ils sont stables, tu dis... Et donc, dans le papier, on montre donc ce premier écrantage, puisqu'on en identifie un deuxième après. Donc, c'est comme si on partait de la densité d'énergie du vide qui est super haute, et on écrante une fois, boum, on a la masse d'un trou noir, tu vois, mais ou la densité d'énergie d'un trou noir. Et les bonnes forces, tu vois, qu'on mesure et tout. Et donc là, c'est comme un peu fou. Alors tu dis, mais les trous noirs, ça irradie, ça s'appelle Hawking Radiation. Ouais. On a découvert dans les années 70, Stephen Hawking a découvert qu'un trou noir peut irradier thermodynamiquement. Ouais. Hein? Il doit d'ailleurs irradier. Oui. Il doit irradier. Normalement, il est en mouvement. Oui, exactement. Alors tu dis, mais dans les équations de Hawking, ça dit que plus il irradie, plus il devient petit, plus il irradie, et plus il irradie, plus il perd de masse. Ouais. Et plus il devient petit. Ouais. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Ouais. Un cercle vicieux qui fait que les trous noirs devraient s'évaporer. Ça s'appelle Hawking's évaporation. Alors, tu dis, mais mon petit trou noir, il aurait dû s'évaporer. Ouais. Depuis longtemps. Ce serait à peu près dans notre époque, si vous prenez les équations de Hawking de la façon qu'ils ont été écrits par Hawking, ce serait à peu près dans notre époque, les protons devraient devenir instables et pouf, et s'évaporer. Mais parce que dans ces équations, la source manque, parce que tu te souviens, le 0 point, il a été enlevé. Oui, il a été enlevé. Donc il n'est plus là. Eh ouais. Quand tu le remets, là, tu refais le calcul et tu te rends compte que non. Il ne peut pas disparaître. Et il a de l'énergie à l'infini, le truc. Oui. Et même si tu coupes l'énergie pas à l'infini au niveau de Planck, à la densité de Planck, il en aura quand même pour très des longtemps. Trilliards et des trilliards d'années, il ne bouge pas, le truc. Et c'est exactement ce qu'on voit des protons. C'est ce qu'on constate. Oui, c'est ce qu'on constate, qui sont très, très, très stables. Et donc, on applique les équations. Comme je te disais, on utilise toutes les équations standards. Hein. On applique les équations de Hawking qu'il a fait pour les trous noirs cosmologiques à un proton. Et quand on calcule l'énergie qui est émise par ce trou noir, c'est exactement la masse du proton. Incroyable. Encore une fois. Incroyable, parce que là, finalement, toute la méthodologie dont tu me parles là répond aux critères essentiels en fait en science, qui est justement de donner des explications à des espaces lacunaires actuels dans les modèles qui sont en vigueur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'explique pas et on essaye finalement d'invoquer d'autres théories ou des éléments même métaphysiques, alors que c'est juste une réinterprétation de ce qu'on a ignoré jusque-là dans l'histoire, donc notamment le 0 point absolu, qui permettent de remettre en fait une interprétation nouvelle et de donner une valeur compréhensive en fait à tout ça. Exactement. Tout d'un coup, on a un mécanisme analytique qui tient la route en fait. Qui tient la route tout le long, c'est juste analytique. Tu peux pas. Il n'y a pas besoin d'invoquer des choses. Tu n'as pas besoin d'invoquer des choses. Tout est là. Dark energy, dark matter. Tu n'as rien à faire de tout ça. C'est ça. Tu fais et ça sort directement. Alors, tu sais, c'est très, très improbable que ça soit faux. Tu vois, parce que là. Oui, mais on revient même au rasoir d'Occam en fait. Hein. Oui. L'explication la plus simple. Là, je veux dire, les explications où on a le moins besoin d'invoquer des choses d'ailleurs sont les plus probables. Oui. Et tout d'un coup, et puis aussi, c'est important de voir, comparé au modèle qui est proposé en ce moment,
qui est le modèle de le mécanisme de Higgs pour la masse du proton, ben, ce modèle qui a reçu le prix Nobel, qui a été identifié au CERN, la particule de Higgs. Donc en 2012, ils ont donc découvert cette particule de Higgs qui avait été prédite dans les années 60, il me semble, avec 3 papiers qui avaient été faits en même temps par 3 personnes différentes, et qui prédisaient donc effectivement qu'il existait un champ, donc un champ de Higgs, le champ scalaire de Higgs, plus précisément, et qui faisait en fait que justement c'était le frottement sur ce champ scalaire qui donnait des propriétés de masse aux objets. Voilà. C'est-à-dire que les objets n'avaient plus jusqu'à présent, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à présent, une propriété de masse intrinsèque, mais qui était une propriété qui était adoptée grâce au frottement lié à ce champ scalaire de Higgs. Exactement. Et donc, les particules prenaient leur masse d'une particule qui a été inventée, qui s'appelle le Higgs boson. C'est ça. Et qui a été supposément identifiée au CERN en 2012. Et tout ça, le principe du champ de Higgs, il sort du zero point energy, c'est-à-dire que l'énergie du champ de Higgs, elle est prise mathématiquement du zero point energy déjà. Alors déjà, le zero point energy, il est présent là-dedans. Mais le problème, c'est que ce mécanisme, il prédit que 1 à 5 % de la masse du proton. Il ne donne pas 100 %. Et ça, c'est pas souvent dit, ça. Non, ça, c'est... Ça, c'est pas souvent dit, parce que moi, en tout cas, dans les papiers que j'ai lus, au contraire, la seule chose qui est mise en avant, c'est que c'est un nouvel élément qui permet de justifier le modèle standard actuel. Voilà. Mais par contre, qu'on a compris d'où venait la masse. Mais pas 1% de la masse. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On l'a appelé la particule de Dieu, God Particle. Alors, c'est un peu devenu une religion. Exactement. Mais ça montre aussi que tout ça, c'est devenu... ça a pris des voies un peu, effectivement, religieuses, parce que les gens se sont appropriés cette appellation. Oui, et puis, tout d'un coup, non seulement ça prédit 1% ou 5 % de la masse du proton, alors que nos équations, analytiquement, sans avoir inventé des nouveaux champs, donnent 100 % d'ensemblement de la masse, mais de la force. Le reste de la masse dans le mécanisme de Higgs, pour qu'ils aient 100 % de la masse du proton, ils disent qu'elle émerge de la force forte. Alors que nous, on la prédit. C'est ça. Alors qu'eux, ils ne la prédisent pas. Et donc non seulement ça, c'est que quand on applique ça au niveau cosmologique, il nous manque déjà 96% de la masse de l'univers. Et donc, si on compile ça, maintenant, ça veut dire que dans l'univers, nos équations prédisent que 0,01% de... C'est rien. Rien donc, rien que ça, déjà, ça devrait nous obliger, en étant honnête intellectuellement, à se dire, là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne prédit plus rien. En fait, on ne prédit plus rien. C'est-à-dire qu'on met de la rustine, en fait, sur un ballon de baudruche qui est percé de partout, en invoquant des trous noirs, enfin, pas des trous noirs, en invoquant de la masse noire, en invoquant de l'énergie noire, en invoquant tous ces éléments-là. Mais au bout d'un moment, pour boucher des trous qui s'accumulent, en fait. Qui s'accumulent. Parce que forcément, si vous invoquez quelque chose de nouveau qui lui-même est lacunaire, ça devient exponentiel. Donc, au bout d'un moment, vous ne prédisez plus rien. Or, l'essence de la science, c'est quand même de prédire. C'est-à-dire qu'il y a une conformité entre ce qu'on prédit et ce qu'on retrouve expérimentalement. Expérimentalement et surtout ce qu'on peut appliquer technologiquement. De façon concrète. Et ça, c'est une lacune. Quand la physique est partie de côté très, très ésotérique et conceptuel, c'est une partie qui est devenue de plus en plus forte dans l'histoire de la physique, qui a amené même aux théories des cordes, qui sont complètement conceptuelles, qui sont basées... qui invoquent énormément de dimensions. Et qui n'amènent à aucune prédiction qu'on peut vérifier. Ça, c'est juste des rustines en plus, en fait. Oui, c'est ça. Donc là, déjà, on est juste à la moitié du papier.
et on a créé quelque chose de... on a solvé, on a résolu des gros problèmes en physique déjà. Tout à fait. OK? C'est peut-être dur à accepter qu'un proton, c'est un petit trou noir, mais les équations, ça ment pas, en fait. Ça ment pas. Alors, si on fait le Hawking radiation d'un petit trou noir du proton, ben, on retrouve la masse. Ça peut pas être une coïncidence. Et donc, et là, on continue et on montre que, le premier screening, il était au niveau du rayon Compton du proton. Eh bien, il y a un deuxième screening qui se fait au niveau ça s'appelle charge radius, le rayon de la charge du proton. Et ce deuxième screening, il réduit l'énergie encore du zéro point. Et quand on applique ça aux forces, parce que là, je vais couper à la fin du papier parce que ça devient un peu compliqué. Quand on applique ça aux forces, on retrouve la force gravitationnelle. C'est-à-dire que les forces diminuent 2 fois des 2 screenings, des 2 écrantages. D'accord. Et que on se retrouve avec la force qu'on mesure gravitationnellement. Donc, quand on s'éloigne du proton, on retrouve bien les forces newtoniennes qu'on voit dans ça paraît presque trop beau pour être vrai, en fait. Oui, c'est incroyable. C'est un peu... c'est non seulement incroyable, mais c'est profond. Ça demande une réexamination. Oui. Puis là, à tous les niveaux. Tous les niveaux, parce que... Les implications... je te dis pas, ça part dans tous les sens. La possibilité. Et ça, c'est juste le premier papier. On en a 2 autres qui suivent, tu vois, avec des révélations aussi profondes, tu vois, qui sont tous analytiques. C'est-à-dire que je n'écris pas de physique qui n'est... Vous n'inventez rien, en fait. Non, vous n'inventez rien. Non. Vous faites que remettre des pièces d'un puzzle qui était déjà là, mais à leur juste place, en fait. Et qui fait que, du coup, ça s'emboîte. Et du coup, ça nous donne... Quand on le regarde un peu plus loin, ça nous donne un tableau qui est complètement différent. Oui, exactement. Et ça amène même jusqu'à considérer la nature de l'organisation biologique. Tu sais, la nature de l'évolution biologique qui amène éventuellement aux humains. C'est ça. Et la nature de la conscience fondamentale, c'est-à-dire que d'où sort cette capacité, parce que dire que des neurones qui s'allument et qui s'éteignent, vous savez, des décharges électriques dans le cerveau. Moi, je peux vous faire des décharges électriques dans mon labo. Je vous en fais des milliards. Il n'y aura pas de confiance. Mais le truc, il ne va pas se mettre à marcher et à penser à c'est quoi l'univers. C'est pas parce qu'il y a des décharges électriques qu'il y a de l'information qui passe, qu'il y a de la compréhension, tout ça. Donc, éventuellement, on arrive à ce point-là. Et puis, vous savez, dans le temps, quand j'ai commencé à donner des conférences en physique, c'était tabou de dire le mot conscience. Oui. C'était très mal vu. C'était de suite catégorisé New Age. Oui, c'est ça. C'était tout de suite non scientifique. Maintenant, c'est devenu très populaire pour beaucoup de physiciens, surtout à la retraite, de travailler sur la physique de la conscience et tout ça. On essaye de trouver des solutions parce qu'on voit bien qu'on en a besoin dans nos équations. Bien sûr. Et tout d'un coup, il y a donc un intérêt à essayer de comprendre plus fondamentalement comment la conscience émerge. Et moi, et tu sais, on a beaucoup de pushback, de résistance par rapport aux biologistes ou aux neuroscientistes qui disent non, c'est juste au niveau biologique, c'est pas au niveau quantique. C'est ça. Mais tu vois, c'est comme si un astrophysicien examinait les dynamiques d'une galaxie, essayait de comprendre les dynamiques d'une galaxie, mais il disait, nous, on ne regarde pas les étoiles. Non.
on ignore les étoiles parce que... C'est des détails, en fait, dans l'univers. Ouais, c'est des détails. Et puis, c'est trop petit par rapport à une galaxie. Donc, il y a peu de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Alors que, clairement, les neurones, ils sont faits des milliards et des milliards d'atomes. C'est ça. Et c'est la structure au niveau quantique qui doit être à la base de l'évolution de la conscience, parce que on est des sacs d'eau avec des minéraux qui sont devenus conscients. Alors, c'est aussi quantique qu'une pierre, tu vois, c'est aussi quantique que de l'eau. Et donc, donc, je dis toujours, vous savez, les gens qui me disent, moi, tu sais, moi, je fais de la science, je suis matérialiste. Oui. Et je fais juste ce que je peux voir, comprendre, tout ça. Et beaucoup de biologistes pensent comme ça, ou bien en tout cas de neurologistes. C'est incroyable. Et donc, il y a toute une section de la théorie de la conscience qu'on appelle matérialiste. Oui, tout à fait. Et moi, je leur dis, mais oui, moi aussi. Mais c'est quoi le matériel? C'est quand vous dites matériel, moi, je fais juste le matériel, mais c'est quoi? De quoi tu parles, le matériel? Et ça nous renvoie là, au problème de la masse. Exactement. Mais oui. Ça nous et donc, renvoie la boucle est bouclée. De l'énergie. Et donc, on est obligé de retomber sur l'énergie, on est obligé de retomber sur tout ce qu'on dit. Exactement. Et donc, quand on comprend ça, on voit que, en fait, les équations que j'ai écrites, ça viendra plus tard dans les papiers, éventuellement, tu peux comprendre que ces écrantages, c'est comme des écrans d'information. Okay. C'est comment l'information est échangée entre l'intérieur d'un système. Comme des interfaces. Oui, comme des changements de phase. Voilà, c'est ça. Oui, et donc, comment l'information passe de l'intérieur d'un système à l'extérieur d'un système. Et l'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, on voit bien l'aspect dynamique. Hein. Oui, et là, on commence à voir l'aspect de feedback. Exactement. Feed forward, tu vois. Toute la dimension cybernétique. Oui, exactement. Et là, on commence à voir un système devient de plus en plus organisé parce qu'il y a feedback. Ouais. On le voit dans la nature partout, le feedback, tu vois. Et la nature, elle évolue parce qu'il y a elle réagit. Des boucles de rétroaction. Oui, de rétroaction. Elle réagit au système extérieur et se réorganise pour s'adapter au système extérieur. Et donc, on voit qu'éventuellement, ce système aurait une rétroaction tellement grande que le système deviendrait conscient de lui-même, qui amène à te voir dans un miroir et de savoir que c'est toi, regarder à l'univers et penser comment ça fonctionne. Comme s'il y avait une propriété émergente qui arrivait d'un grand nombre en fait, de boucles de rétroaction qui permettrait justement à la conscience d'émerger. Hein. D'émerger. Donc ça, c'est beaucoup plus poussé. Oui, tout à fait. Là, je parlais juste... Ça mérite d'y aller étape par étape, mais l'idée est celle-là. L'idée, on voit les traces... de comment ça pourrait être écrit. Comment ça pourrait aller jusque-là. Et ça, c'est vraiment excitant. Et d'un autre côté, on voit aussi le développement de technologies qui reproduit cette rétroaction de la dynamique du vide qui fait la masse, tout à fait. Hein, et qui fait la gravité, qui fait les forces. Et bien là, on peut extraire de l'énergie, là, on peut contrôler la gravité, là, on peut changer notre monde. Au lieu de la subir, exactement, on peut commencer à interagir. Ou bien, ou la subir, ou la fight, la combattre, tu sais, avec les fusées et tout ça, combattre la gravité, alors qu'on pourrait la modifier. Exactement. Localement. Tu vois, on peut travailler avec, faire comme l'univers fait. Exactement. Et comme la nature fait. Comme la nature fait. Donc, on peut créer de la masse à partir de l'énergie du vide. Si on peut interagir. Et les gens disent, non, mais tu ne peux pas interagir, c'est trop petit. Mais la force de Casimir, c'est déjà fait. C'est déjà fait. On le fait. Exactement. Avec 2 plaques. C'est très rudimentaire, 2 plaques.
Il y a des meilleures façons de créer un gradient dans la structure de l'espace. Il y a une continuité dans les échelles. C'est-à-dire que quand on dit que c'est petit, mais c'est petit pour nous. Exactement. Donc, c'est une question de posture, encore une fois. Oui. Il y a une continuité, c'est-à-dire que là encore, quand on dit c'est trop petit, c'est parce qu'on est encore dans une approche réductionniste. Right. On pense que ce qui est petit n'a plus rien à voir avec nous parce que nous, on est grand. Mais on est grand par rapport à quoi? C'est par rapport à l'univers, on est petit. Oui, donc, on n'existe pas non plus. Oui, exactement. C'est pas logique, en fait. Oui. Cette logique-là, elle mène vite, en fait, à des limites qui montrent qu'on ne peut pas raisonner comme ça. C'est bien que tu en parles de ça parce que ça, c'est le dernier papier. Le troisième papier, ben, c'est pas le dernier, mais le troisième de cette série, c'est un papier de loi d'échelle parce qu'à partir de ces équations, éventuellement, on retrouve la relation entre les échelles et les forces. Et maintenant, on comprend comment l'univers, tu sais, c'est des points de résonance dans cette structure du vide qui oscille. On se reverra pour les autres papiers, alors. Oui, absolument. Ah, je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à se dire. Oui. Par rapport à tout ça, comme je te disais au début, tu sais, moi, au sein de l'Académie, homéorésie et principes du vivant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre comment... déjà, c'est de relier, de rapprocher à nouveau là où ont été séparées les sciences de la matière, les sciences dures, et les sciences de la vie. Parce que nous sommes dépendants dans le vivant des progrès techniques qui sont faits et des découvertes qui sont faites dans les sciences de la matière. Ouais, c'est bien. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'apporter aux gens des éléments, non pas pour comprendre le formalisme, d'accord, parce que ça, c'est quelque chose de technique, mais au moins de comprendre conceptuellement comment avance notre compréhension de la science, et pour ensuite bien comprendre les implications pour pouvoir comprendre ce que cela signifie dans le vivant. Oui, j'espère qu'on a fait un petit bout de chemin là-dessus. On a fait un petit bout de chemin. Mais dans notre conversation c'est évident. aujourd'hui. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment, lors d'une autre entretien éventuellement, que tu puisses ouvrir, parce que je sais qu'en tant qu'autodidacte, tu ne t'es pas cloisonné à t'intéresser uniquement aux sciences dures. Tu as une approche systémique, donc vraiment très, très holistique. Et ça, je serais vraiment curieux et intéressé. Et je pense que les gens qui vont nous suivre aussi seront intéressés de savoir, OK, tout ça, tout ce dont on parle dans les sciences dures, tout ça, comment est-ce qu'on peut le projeter sur le vivant? Non pas pour dire comment c'est, mais quelle nouvelle porte est-ce que cela peut ouvrir sur la compréhension ou sur les croyances que nous avons aujourd'hui sur le fonctionnement du vivant. Et je pense que le fait d'apporter ça va permettre aussi de créer chez les gens un intérêt plus certain pour toutes les sciences dites dures, parce qu'aujourd'hui, comme je te disais au début, pour la plupart des gens, les sciences dures, donc la physique et tout ça, ce sont des choses qui sont dédiées uniquement aux scientifiques. Oui. Parce que dans la vie du quotidien, pour les gens, il n'y a pas d'impact. Et c'est faux. C'est entièrement faux. C'est-à-dire que conceptuellement, les sciences dures, les sciences physiques nous changent complètement notre façon, non seulement de nous positionner, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais là, et le fait de comprendre les implications, par exemple, de ton papier, eh bien, ça me fait me décaler. Et donc, je vois un tout nouveau monde. Et donc, je vais agir sur le monde différemment. Exactement, Et au-delà de ça, du coup, ça va entraîner une responsabilisation beaucoup plus forte de chaque individu par rapport à la façon dont la science doit se comporter, par rapport à l'éthique de la science, par rapport au statut de la science. Et moi, je suis pour que la science... Et de l'éthique de l'individu. Exactement. Et moi, je suis pour que la science soit reprise par tout le monde. La science, pour moi, c'est une affaire d'humain. C'est une affaire d'humanité. Oui, parce que tu sais... dans la fin du papier, c'est une chose que je n'ai pas discutée, dans la discussion... Donc un scoop en avance. Oui, mais dans le papier que je viens de publier, dans la discussion, je me suis un peu laissé aller et j'ai montré que ces équations qu'on venait de faire, donc cet écrantage, quand on l'applique à l'univers, on obtient bien la bonne masse de l'univers. Donc je suis passé du proton à l'univers et j'ai bien obtenu la bonne masse de l'univers, donc sans avoir besoin de la matière noire, voilà, de l'énergie. D'invoquer toutes les rustines dont on parlait. Mais plus important, même encore plus important, c'est que le résultat de ces équations nous dit que chaque proton est en relation avec des trous de verre au niveau quantique à la surface de l'univers. Tout l'univers et chaque proton sont connectés.
Donc, que c'est comme un network, tu sais. Oui. C'est un champ, en fait. Un champ, c'est un champ. Qui est connecté. Donc, quand on parle de tout ça avec les spectateurs, les gens ont tendance, quand on parle de protons, à penser à un proton là-bas. Oui. Mais les protons, ils sont là. Ah oui, ils sont là et partout. Et oui, vous êtes fait de ce truc-là. Donc, de comprendre ça, que chaque proton est intriqué avec le reste de l'univers, c'est de comprendre qu'on a une dimension interne qui est non locale. C'est ça. C'est-à-dire que notre localité, elle n'est pas... Localement, on pourrait peut-être envisager que c'est simplement une expression du proton qui est locale. Oui. Tu vois? Exactement. C'est-à-dire que là, je m'exprime en tant que corps physique local. Oui. Donc, c'est une expression du proton. Après les écrantages. Exactement, après les écrantages. Mais à l'intérieur. Voilà, exactement. Mais par contre, globalement, c'est-à-dire à l'échelle non locale, c'est vraiment le proton, en fait, qui est... C'est connecté. C'est interconnecté. On est comme dans un champ. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est étalé partout dans l'espace. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on bouge, tout ce qu'on voit, toutes les choses tout ce avec quoi on interagit, l'information qu'on met dans le champ, l'information qu'on extrait du champ, tout ça, ça a une influence globale. Et qu'on est beaucoup plus connecté que ce qui apparaît de l'autre côté de l'écrantage, tu sais. C'est ça. Et ça ramène à des discussions philosophiques qui se passaient dans le temps de Plato, de beaucoup de grands penseurs qui parlaient d'un écrantage, justement, qu'on voyait que l'ombre de la réalité. Oui, tout à fait. C'est ce que Bernard d'Espagna appelait le voile, en fait, le réel voile. Exactement, oui, exactement. Et cet écrantage, ce voile, on l'a calculé. Il existe vraiment. Incroyable. Et donc, on a la possibilité éventuellement de le soulever. De le soulever. Pour regarder ce qu'il y a dessous. Exactement. Incroyable. Ouais, parce que c'est à l'intérieur de nous. Incroyable. Ça me fait penser à ce tableau-là. Je ne sais pas si tu vois le fameux Orbi et Urbi. Ouais, tu vois ce que c'est, celui où on voit les étoiles d'un côté et le voile et le monde de l'autre. Exactement. Ça me fait vraiment penser à ça. Oui, ça évoque des concepts qui sont là depuis très longtemps. Qui sont sous notre nez, en fait, depuis tout le temps. Hein. Oui, et de tradition, si on regarde les bouddhistes, les taoïstes, qui parlent de ce fait qu'on ne voit pas tout, on voit que juste une petite partie. Une toute petite fraction. Une petite fraction, comme on voit une très petite fraction du champ électromagnétique. Exactement. Nassim, merci infiniment. Merci infiniment et vivement la suite. J'espère qu'on pourra continuer pour les papiers suivants parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à détailler encore. Oui, c'est mon plaisir. Puis j'ai bien hâte au prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. À la prochaine. À très bientôt, Nassim.